On vous a élu pour être de l'autre bord. Dans cet accord. Moi, j'aime bien regarder les détails. Parce que l'histoire, vous la connaissez tous. L'accord compétitivité. Le patron de la grande boîte arrive avec un gros revolver. Il vous le met sur la tempe et il dit voilà, c'est ta cervelle ou ta signature en bas du papier. Soit tu acceptes de travailler plus longtemps et d'être payé comme avant et des fois moins, soit je ferme tout de suite. Et une fois que tu as signé, je ne te donne aucune garantie, sinon pour 2 ans. Pendant 2 ans, je ne te vire pas. T'es pas content, tu peux t'en aller. Vous pouvez partir à 10 si vous voulez. C'est plus du licenciement économique. Ça, vous connaissez. C'est ça qu'ils appellent la flexibilité à leur sauce. Hein, voilà, c'est ça qu'ils appellent. J'ai regardé autre chose qui m'a... Moi, je m'intéresse aux gens pour qui la vie est le plus dur. C'est pas mon cas. Hein. Je fais pas du misérabilisme. Mais je rappelle à tout le monde. Hein. Il y en a beaucoup qui sont dans mon cas. La morale de vie, ça peut pas être profite et tais-toi. La morale de vie, c'est je commence par m'intéresser à ceux qui ont besoin d'aide, parce que moi, je suis en situation d'aider les autres. Et celui qui galère tous les jours pour savoir de quoi va être fait son lendemain, je comprends qu'il s'en occupe moins qu'un qui a du temps, ou qui a la possibilité de le faire. Et c'est comme ça qu'on est de gauche. C'est le principe de solidarité qui anime nos vies. C'est une règle morale. Alors, je me suis intéressé aux gens qui ont du temps de travail fractionné. Vous savez, le travail en miettes. Voilà, horrible. 3 heures un jour, 2 heures à la fin de la journée, 1 heure le lendemain, et tu vas pleurer pour avoir 1 heure de plus. Hein, et puis, bah, tu l'as fait. Des fois, ça ne te rapporte rien, parce qu'il faut y aller, faire toute la journée, bon. Mais tu te dis, bah, si je fais celle-là, bah, peut-être qu'ils m'en donneront une autre après. Voilà comment ça se passe dans la vie des gens qui sont pris comme ça. Alors elle leur a dit, ça y est, vous êtes sauvés. On ne pourra pas vous embaucher pour moins de 24 heures. Bon, ben c'est toujours ça de prix. Hein. Oui, mais il pourra y avoir 8 avenants à votre contrat de travail. C'est-à-dire qu'on pourra vous changer vos horaires de vos misérables 24 heures de travail 8 fois. Avec un préavis de 2 jours ou de 3 jours, etc. Mais qui peut réorganiser sa vie 8 fois pour faire 24 heures de travail? C'est monstrueux, non? Un de gauche, on lui coupe la main plutôt que de signer ça. Vous croyez pas? Au moment où vous levez la main, vous pensez à la femme ou à l'homme qui est en train, à cause de toi, de vivre cette chienne de vie. Parce que t'as levé la main. Ne lève pas la main. Rompez les rangs. Ne votez pas cette loi pourrie. Bon. Alors, je pense que tout a été dit, c'est pas la peine que je répète, mais M. Richert ne peut pas, ne peut pas nous abuser. Son plan ne donnera aucune espèce d'économie d'aucune sorte. Il ne simplifie rien du tout, vu que les structures d'avant restent, sous une autre appellation, et dans un autre cas, ce sera donc une source de confusion et de panique, et de pagaille. Mais, il y aura beaucoup de postes de président. Alors il y a, je l'ai dit, sa mégalomanie personnelle. Et puis il y a le projet de droite. Ça, c'est de la politique. Et on ne peut pas lui en vouloir, il est de droite, donc il fait une politique de droite. Parce qu'il y en a d'autres, ils ne le disent pas, mais ils le font. Mais lui, il le dit et il le fait. Comme ça, c'est clair. Hein. La logique de la droite, c'est de rompre tout ce qui est un cadre unique. Parce que dans un cadre unique, vous pouvez négocier, vous avez le rapport de force. Donc c'est faire des petits cadres. Alors c'est des lois sociales pour un département. D'ailleurs, et il l'a dit, M. Richert, il a dit, il faudra que nous ayons une possibilité d'expérimentation normative. Ça veut dire la loi à géométrie variable.
hein, d'un département, d'une région à l'autre, etc. Donc c'est ça qu'ils font. Et c'est ça, comme l'a expliqué très bien Pierre, qu'ils font dans toute l'Europe. C'est à ça qu'ils veulent arriver. Et évidemment, vous avez compris, c'est que tout le monde devra se niveler par le bas pour essayer de gagner sur le voisin, sur le territoire d'à côté. Donc on ne peut pas croire à tout ça. C'est ni pour faire des économies, ni pour simplifier. C'est pour pouvoir faire de l'asservissement social et contenter sa mégalomanie. Et nous, maintenant, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on veut. Et je vais vous dire, je reviens sur la philosophie politique. Évidemment, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il travaille quelque chose. Il dit aux gens, mais vous savez bien qu'on est alsacien. Bah ouais. Je serais alsacien, je dirais, oui, oui, c'est vrai. Puis on est content. Ah bah bien sûr. C'est nos pères, nos mères qui nous ont transmis ça, on est fiers d'eux. On n'a pas de raison de s'en dédire. Ils ont eu des vies difficiles et honorables. Bon. Beaucoup d'entre vous, la langue maternelle, c'est le parler alsacien. Donc il y a un ancrage, pour beaucoup, je ne dis pas tout le monde, mais beaucoup, c'est un ancrage profond. Je comprends que des gens sentent que c'est très fort pour eux, que ça a une grande importance. Et il ne s'agit pas de dire que ça n'en a pas. Mais est-ce que ça fonde une raison commune? Voilà la question. Et qu'est-ce que l'amour de la patrie républicaine? Regardez comment se forme une personne. La société vous préexiste. Vos parents, nous avons fait ça à nos enfants et nos petits-enfants, nous leur transmettons. Nous les éduquons dans la langue que nous avons reçue. Les langues, tant mieux si vous en avez deux, parce que ça aide au développement intellectuel. On transmet ça, et le jeune, il s'humanise. Parce que l'être humain n'est pas spontanément un être humain, il faut qu'il soit éduqué. C'est l'éducation et la vie sociale qui vous constituent comme être humain. Vous comprenez pourquoi, pour nous, les gens de gauche, l'éducation, c'est la question numéro 1. À la fois pour le processus d'humanisation, et aussi parce que c'est comme ça qu'on élève tout le monde. Et plus vous êtes tous élevés, meilleur vous êtes en principe. Donc, ce processus d'humanisation, il se fait en fonction des conditions qui vous entourent. Ici, c'est l'Alsace. Mais pas que l'Alsace, parce que les parents, ils transmettent aussi d'autres choses qui tiennent aux valeurs du pays, à son histoire. Alors je sais bien, il y a des pages sombres dans l'histoire, dans nos vies personnelles aussi. Il y a des moments où on n'est pas très, très fier. Mais on ne construit pas sa vie en pensant, en rabâchant tout le temps ce qu'on a raté. On l'a raté, ça suffit comme ça. Donc on prend le reste et puis on essaye de s'appuyer là-dessus pour aller un peu plus loin. On part du meilleur, non? Il vaut mieux partir du meilleur. Parce que c'est avec le meilleur qu'on va pouvoir aller plus loin. Et dans l'histoire des Français, il y a des pages sombres, on ne va pas dire le contraire. Mais il y a quelque chose de très spécial, fondateur, différent de beaucoup d'autres. C'est la Grande Révolution de 1789. C'est ça qui nous fonde comme peuple. C'est-à-dire que, je vous le redis, vous n'êtes pas français à cause de votre langue, à cause de votre religion, à cause de votre couleur de peau. Vous l'êtes du fait de la loi qui vous fait français et de votre appartenance à la communauté légale, une et indivisible. Voilà. Par conséquent, tout le monde peut être français. C'est très facile d'être français. Il faut le vouloir, le demander, et puis adhérer à cette idée. Liberté, égalité, fraternité, pouf, français. J'ai été une fois au musée à Caracas, au Venezuela, à la maison de Simon Bolivar, qui est un général vénézuélien issu de la philosophie des Lumières en France, qui avec le général Miranda a combattu avec les nôtres à Valmy, vous voyez. Et j'arrive là et le guide, il me regarde et tout, puis il avait un nom en I, et il me dit, il me l'a dit après, hein, et puis il me dit, vous êtes français? Oui, oui, je suis français. Il me dit, ah ben moi aussi. Ah, ben je lui dis, ben alors parle au français. Il dit, ah non, non, moi je parle pas français. Bon, mais je lui dis, vous parlez pas français, et puis vous avez une carte d'identité? Ah non, non, pas du tout, j'ai une carte d'identité vénézuélienne. Je lui dis, comment vous êtes français? Ben il me dit, liberté, égalité, fraternité, ça suffit. Là, vous avez le cœur qui vous éclate dans la poitrine de fierté. Eh bien nous, dans ce processus que je vous raconte, il y a ça qui rentre.
Voilà ce que c'est que d'être français. Voilà pourquoi je parle de l'amour de la patrie républicaine. Oui, j'aime ma patrie républicaine. On a dit c'est du nationalisme. Vous ne comprenez rien. Réponds à ceux qui me font cette accusation. Le nationalisme, c'est la haine des autres. Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Le patriotisme, c'est l'adhésion aux valeurs fondamentales républicaines. C'est pourquoi être français ne vous oppose à personne. Nos amis allemands, sur leur bâtiment, ils ont écrit « Den deutschen Volk », le peuple allemand. Le peuple, le folk, au sens allemand, vous maîtrisez ça mieux que moi. Mais nous, non. Liberté, égalité, fraternité. La patrie ne préexiste pas à chacun d'entre vous. Elle existe à partir de vous. Bon, c'est un peu compliqué à comprendre, mais je crois que vous avez compris, non? Voilà pourquoi les Alsaciens et les Lorrains, qui avaient été arrachés à la patrie du fait de l'envahisseur, ont voulu si passionnément redevenir français. Dans le petit cimetière où sont les miens en Algérie, à Staoueli, une tombe est celle d'un Italien qui francise son nom. L'autre tombe est celle d'un Alsacien qui a préféré quitter l'Alsace pour pouvoir rester français. Ces choses-là sont si vivantes dans nos cœurs que nous ne nous laisserons pas distraire par les petits mouvements et agitations de ces messieurs-dames de l'UMP qui viennent de s'inventer la principauté alsacienne.